Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Voilà près de 15 ans que pèse sur la France le contentieux européen sur la mise en concurrence de nos concessions hydroélectriques, alors que nous n'avons toujours pas statué sur le mode de gestion futur de ces ouvrages. Dans l'attente, les parlementaires ont décidé par la loi, depuis 2019, la mise en place de 2 dispositifs. Le premier concerne les autorisations d'augmentation de puissance des centrales hydroélectriques existantes. Depuis plus de 4 ans, au moins 7 dossiers sont à l'examen dans vos services sans qu'aucun n'ait obtenu à ce stade votre aval. Lorsque l'on connaît nos besoins en termes de capacité de production, notamment renouvelable, on peut s'interroger de cette inertie préjudiciable à la souveraineté énergétique de la France qu'on appelle tous de nos vœux. Monsieur le ministre, allez-vous enfin valider ces autorisations ? Le deuxième dispositif concerne le versement aux collectivités des redevances délais glissants issus des concessions à terme échues. À leur grande surprise, les élus locaux ont constaté une baisse drastique de ces produits de redevances pour cette année. Alors j'ai vérifié et vous avez effectivement ponctionné une part importante du montant de ces redevances pour financer le bouclier tarifaire, considérant qu'il ne fallait pas habituer les collectivités à percevoir ces revenus auxquels, je me permets de le rappeler, elles ont droit. Pensez-vous vraiment que les collectivités territoriales aient tellement de marge financière qu'il faille encore leur en retirer? Que l'on parle de souveraineté énergétique, d'énergie renouvelable ou de moyens financiers pour les collectivités, l'hydroélectricité est la solution. Alors, quelle réponse concrète, Monsieur le ministre, pouvez-vous m'apporter sur ces 2 points très précis? Merci. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, heureuse de vous retrouver, Madame la députée Battistel. Et si ça n'est pas partagé, c'est pas grave. Madame la députée Battistel, j'ai l'honneur de vous répondre en l'absence de Bruno Le Maire. Sachez que le ministre Lescure aurait souhaité vous répondre, il est en ce moment même au Sénat. Il se tient néanmoins à votre disposition pour échanger à la suite des questions d'actualité au gouvernement. Vous le savez, les énergies fossiles sont une part importante de notre mix énergétique et elles représentent aujourd'hui encore 60% de consommation énergétique. Notre dépendance, elle est réelle, elle est considérable et nous sommes nombreux à y travailler afin de la réduire. C'est une vulnérabilité d'abord climatique, vous le savez, ce sont autant d'émissions qui aggravent fortement la situation. C'est une vulnérabilité géopolitique, comme nous l'avons vu depuis l'invasion russe en Ukraine et comme nous le verrons peut-être en cas d'escalade au Proche-Orient. Elle complique les rapports de force, elle entraîne des difficultés majeures d'approvisionnement, c'est une vulnérabilité économique. Non, Monsieur Pradier, j'ai beau être une femme, je sais lire les fiches. Alors, on va continuer, Madame Battistel. Il faut qu'on fasse passer notre part d'électricité dans le mix énergétique de 27 à 55% en 2050. C'est pourquoi, c'est bien l'objectif que nous avons et que nous déployons, je vous le rappelle, dans l'esprit du discours de Belfort, dont je vous rappelle les objectifs, une relance de la production nucléaire, la construction de 6 EPR et 8 en études. Madame Battistel aimerait avoir une réponse. Eh bien, c'est à Madame Battistel d'en juger, s'il vous plaît, taisez-vous. Je vous demande de vous taire, de laisser Madame la ministre répondre à Madame Battistel, pas à Monsieur Pradier. Donc, s'il vous plaît. Chut. Madame la ministre. Je vous remercie. Écoutez, je crois que dans cette ambiance plus qu'électrique et pas nécessairement hydraulique, mais aussi électrique, je vous suggère, Madame Battistel, que nous échangions avec Monsieur Roland Lescure très prochainement sur ce sujet précis. Je vous remercie. Madame la Présidente. Madame la ministre Fadila Khattabi, vous avez été nommée ministre déléguée aux solidarités, personnes âgées et handicap. Il me semble que depuis 2017, les personnes âgées n'avaient plus de ministère dédié. J'y vois le signe d'une prise de conscience de l'exécutif sur ce sujet et j'espère ne pas me tromper. Aujourd'hui, Madame la ministre, ce n'est pas moi qui vais vous interroger. Aujourd'hui, je souhaite porter auprès de vous la voix de plusieurs citoyens reçus ces dernières semaines à ma permanence. Je ne doute pas que leurs histoires feront écho à celles de milliers d'autres de nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est cette dame hébergée dans un EHPAD privé de Châtel-Guyon, facturée 3 700 € par mois, qui vous interroge. Elle a dû quitter l'établissement en janvier
bien trop cher pour ses faibles ressources. C'est cette autre dame moins âgée qui, une fois payé les frais d'hébergement en EHPAD de son époux, n'a quasiment plus rien pour payer ses propres factures, renonçant même à l'abonnement de son quotidien. Ce sont aussi toutes ces personnes qui, depuis des mois, m'écrivent leur incompréhension et parfois même leur colère face au refus obstiné de votre gouvernement de transformer la réduction d'impôt pour frais d'hébergement en EHPAD en crédit d'impôt, c'est-à-dire en aide pour tous. Madame la ministre, qu'avez-vous à répondre à leur détresse qui, croyez-moi, est bien réelle? Que prévoit votre gouvernement pour leur venir en aide aujourd'hui? Et au-delà du reste à charge, comment comptez-vous répondre au défi du vieillissement de la population pour lequel, je le dis très clairement, nous ne sommes pas prêts? De nombreux travaux, rapports, consolidés d'ailleurs dans la PPL de mon collègue Jérôme Guedj, contiennent beaucoup de réponses pour mener une réforme ambitieuse de la politique du grand âge. Procrastiner n'est plus possible. Quand cette loi verra-t-elle le jour, Madame la ministre? Le 17 novembre dernier, votre prédécesseur, Madame Aurore Bergé, s'est engagée à présenter au Parlement, avant l'été, une loi de programmation du grand âge. Faites-vous cet engagement. Je vous le répète, pour toutes ces personnes dont je parlais tout à l'heure, pour nous tous, il y a urgence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien, Madame la Présidente. Madame la députée Pires Beaune, vous le soulignez à juste titre, la situation de ces personnes qui se retrouvent à ne plus pouvoir payer leur EHPAD, des personnes dépendantes dont les enfants ne peuvent plus non plus assumer financièrement les charges. À toutes ces personnes, et vous avez raison, nous leur devons une réponse et des réponses même concrètes. Permettez-moi tout de même de rappeler, parce que nous sommes quand même pleinement mobilisés maintenant depuis de nombreuses années pour pouvoir améliorer la situation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Premièrement, nous prenons en charge, tout d'abord, il faut le savoir, les soins, avec une augmentation des dépenses de la branche autonomie qui a été créée en 2020, je le rappelle, 30% d'augmentation entre 2022 et 2027. Nous nous sommes également engagés à recruter 50 000 soignants supplémentaires, ainsi que la création de 25 000 places de services de soins infirmiers à domicile en plus. Tout cela, bien sûr, il nous faut faire un travail sur l'attractivité des métiers. Nous avons commencé à le faire. Nous poursuivrons effectivement ce travail suite au travail qui a été mené dans le cadre du Ségur. Je crois que les chakras ne sont pas ouverts aujourd'hui. Mais bon, bref. Ensuite, dès 2025, avec les départements volontaires, sous l'impulsion de ma prédécesseure Aurore Bergé, nous avons lancé une réforme du financement des EHPAD. D'ailleurs, Madame Pires Beaune, j'ai vu votre rapport, je l'ai lu, vous me l'avez présenté quand j'étais présidente de commission et je salue la qualité, effectivement, et le sérieux de ce rapport. Cette réforme est, comme vous le savez, un préalable pour nous permettre d'agir sur le reste à charge. C'est la clé, c'est le nerf de la guerre, notamment en limitant les disparités territoriales. C'est une de justice sociale. Madame la ministre, merci beaucoup. Madame Pires Beaune. Madame la ministre, j'attendais une date sur la loi grand âge promise par votre prédécesseur. Est-ce que vous pouvez vous engager? Ma question s'adresse à la ministre déléguée aux Outre-mer. Madame la ministre, Mayotte connaît un nouveau pic de tension. Des barrages routiers perturbent la circulation et l'économie du département le plus pauvre de France. La violence y est quotidienne depuis des années et les habitants sont exaspérés. De nombreux jeunes exclus du système scolaire, vivant dans une grande pauvreté, sont livrés à la délinquance. Beaucoup sont des mineurs isolés, sans parents et sans repères. En 2018, violant le principe d'indivisibilité de la République, votre gouvernement a durci le droit du sol à Mayotte. Cela n'aurait réduit l'accès à la nationalité française que par 2, sans aucun impact sur le nombre d'arrivées d'étrangers à Mayotte. Pire, cela a fait augmenter la grande précarité de nombreuses familles et de jeunes ne pouvant accéder à la nationalité et contraints de survivre sur le territoire. Les visas territorialisés n'ont fait qu'aggraver la situation. Aujourd'hui, avec cynisme et démagogie, vous vous entêtez dans cette impasse. À rebours du choix constant des Mahorais pour une plus grande intégration dans la République par la départementalisation, vous leur promettez de différencier encore davantage le droit de la nationalité comme à l'époque coloniale. Madame la ministre,
Pouvez-vous nous expliquer en quoi la suppression du droit du sol à Mayotte va améliorer la situation sociale, sanitaire, économique et sécuritaire du département? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge des Outre-mer, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je ne peux pas vous laisser dire ça. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Madame la sénatrice, pardon. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous le savez, la Constitution prévoit déjà la possibilité d'adapter nos lois et nos règlements à nos spécificités territoriales et notamment à ceux d'outre-mer, y compris sur des questions d'immigration. Ensuite, vous nous interrogez au fond sur pourquoi cette mesure du droit du sol, de fin de droit du sol, a été annoncée. Vous le savez, à Mayotte, 90% des titres de séjour sont liés au rapprochement et à la vie familiale. Nous savons et nous pensons au gouvernement que envoyer ce message de la fin du droit du sol à Mayotte aura un effet notamment dissuasif sur ces femmes qui quittent les Comores, parfois au péril de leur vie, pour venir accoucher à Mayotte, faire en sorte de devenir parents d'un enfant français et de ce fait se voir délivrer un titre de séjour. Alors oui, c'est un signal difficile, je l'ai dit. Oui, c'est une situation unique et qui aura donc une réponse unique. Par ailleurs, Madame la sénatrice, il me semble important de vous rappeler nos engagements pour Mayotte. Nous avons prolongé l'opération Wambushu 2 avec des moyens de sécurité déployés extrêmement forts, des opérations de décasage qui ont permis la libération de 700 habitations et aussi une opération anti-gang qui nous a permis de lever l'arrestation de 60 chefs de bande. Enfin, des mesures aussi autres. Sur la crise de l'eau, 100 millions ont été engagés pour faire face à l'urgence depuis l'été 2023. Sur l'éducation, 190 millions supplémentaires seront alloués pour les établissements scolaires d'ici 2027. Et sur les routes, les crédits seront doublés d'ici 2027. Alors voilà, Madame la sénatrice, je crois que la réponse que je vous apporte est beaucoup plus complète que la caricature que vous vouliez m'adresser, Madame la sénatrice. Chers collègues, Madame la ministre, vous mentez aux Mahorais et ils le savent. Les Comoriennes n'arrivent pas à Mayotte pour accoucher, mais pour fuir la misère, parfois la répression. Résoudre la crise migratoire à Mayotte, c'est d'abord s'attaquer aux causes de l'immigration. C'est anticiper et lutter contre les déstabilisations politiques, économiques, sociales et bientôt climatiques, aussi bien dans l'archipel des Comores que dans la zone de la région des Grands Lacs en Afrique. Il faut une politique ambitieuse de coopération et de co-développement dans la zone du canal du Mozambique et en particulier en direction des Comores. Au lieu d'apporter des réponses à une crise structurelle, vous fracturez une nouvelle fois les principes républicains les plus fondamentaux. Avec cette attaque contre le droit du sol, vous choisissez de nouveau de faire triompher les obsessions xénophobes et racistes de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Madame la ministre, dès votre prise de fonction, vous êtes allée sur le terrain mesurer les préoccupations de nos écoles. Mais curieusement, vous n'évoquez pas les fermetures de classes. Pourtant, c'est le sujet d'inquiétude avec des manifestations de parents d'élèves, d'enseignants soutenus par leurs élus. En Côte-d'Armor, 45 classes menacées de fermeture pour une baisse de 125 élèves. À Pléguin, Penvénan, Lannion, Flavignac, Aurillac, Châteldon, dans nos départements, les fermetures sont dénoncées. Elles conduisent à dépasser les moyennes nationales d'élèves par classe et souvent à plusieurs niveaux par classe, notamment dans les RPI. Le réarmement de nos services publics, c'est le réarmement de notre école, clamait Gabriel Attal dans cet hémicycle le 30 janvier. Quel réarmement quand vous demandez à vos services de fermer des classes pour rendre des postes? L'école est le socle de nos communes qui investissent dans des équipements de qualité. La vie sociale se crée autour de l'école. C'est l'emploi local, l'installation d'entreprises, de médecins. Ce sont des agriculteurs moins isolés. L'autorité ne se décrète pas, elle se construit dans cette cohésion sociale. Madame la ministre, pour la réussite scolaire de tous nos enfants, pour une école inclusive, pour répondre aux enseignants qui crient leur colère et leur épuisement, pour rassurer les élus, vous convenez de moyens insuffisants. Alors, allez-vous revenir sur ces suppressions de postes? pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Le Houerou, vous êtes effectivement dans un département rural et donc à ce titre, je puis vous dire… Pardon ?
Écoutez, nous suivons, vous le savez, avec attention les questions de la ruralité. C'est ce que je viens d'évoquer à l'instant. Dans les départements urbains, ce sont des problématiques un tout petit peu différentes qui se posent, même si elles méritent également d'être prises en compte. Je reviens donc au département des Côtes-d'Armor, qui est celui de Madame la sénatrice. Dans ce département, nous constatons effectivement une baisse d'élèves qui est relativement limitée, mais nous avons maintenu, là encore, le taux d'encadrement des élèves, qui, si je le mesure bien, est à 5,85. Donc nous avons fait un effort de ce point de vue-là. Vous évoquez, Madame la sénatrice, le fait que nous avons fermé 45 classes. Au total, ce n'est pas exact puisqu'il y aura 19 classes qui ont été fermées. 19 classes qui ont été fermées, le bilan est celui-ci. Et par ailleurs, répondant à vos préoccupations, et vous le savez sans doute, il y a des suppressions de classes qui ont été annulés, autrement dit auxquels on a renoncé. Je pense notamment au RPI à l'OUEC et nous avons également ouvert de nouvelles classes dans un RPI à Plusquelec. Donc il y a une véritable prise en compte du terrain. Ma préoccupation, Madame la sénatrice, c'est vraiment qu'en amont, et de manière si possible pluriannuelle, au moins dans une projection, si ce n'est budgétaire, mais en tout cas d'engagement réciproque, nous puissions avoir une prévisibilité de l'évolution des classes. Je crois que c'est cela qu'attendent les élus, je crois que c'est cela qu'attendent nos concitoyens, et c'est à cela que je vais m'attacher, vous pouvez en avoir la certitude. Pour le reste, bien entendu, nous veillons à ce que la qualité pédagogique demeure, donc à la fois la vie d'un village, d'un canton, mais aussi la qualité pédagogique. C'est vraiment cela qui, pour nous, est essentiel. Je vous remercie. Madame Lubero. Madame la ministre, les fermetures de classes ne concernent pas seulement le rural, ça concerne aussi les zones urbaines. Votre rôle n'est pas d'organiser le déclin de nos communes, rurales ou urbaines, mais de promouvoir leur attractivité. L'école est dans ce sens la mère des batailles. Or, les effectifs de classes françaises sont les plus élevés d'Europe. Les remplacements ne sont pas assurés, provoquant la fuite vers le privé. Le point d'alerte est franchi dans nos écoles. Voilà ce que nous disent les enseignants, motivés mais frustrés de la dégradation des conditions de travail et de la violence traduite dans les fiches d'incidents qui remontent au ministère. L'inclusion suppose aussi des moyens et des classes moins chargées. Nous refusons aussi l'école du tri social. Si l'école est votre priorité, annulez les suppressions de postes et ne diminuez pas les moyens que vous dites déjà insuffisants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologiste et de la cohésion des territoires. Créer un choc de l'offre, tel est votre credo, afin de permettre à chacun d'accéder au logement. Certes, mais à quel logement ? La loi Climat et Résilience annonçait l'interdiction à la location des passoires thermiques les moins isolées, classe G, dès 2025. Lundi, vous avez annoncé qu'avec votre réforme, nous sortons 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés de la catégorie des passoires énergétiques, selon vos mots, soit 15% des logements classés F et G. Nos concitoyens aux plus faibles revenus souhaitent avoir un logement locatif qui ne soit pas une passoire énergétique ni une passoire financière. Vous faites donc le choix de remettre sur le marché locatif des logements énergivores. 37% de ces logements sont occupés par des ménages vivant au-dessous du seuil de la pauvreté. Parmi eux, il y a beaucoup d'étudiants. Ce n'est pas parce que vous modifiez l'algorithme de la DPE que, tel un magicien, vous modifiez la qualité énergétique du logement. Ma question est simple. En abaissant les critères qualitatifs des logements, au lieu d'inciter, aider les propriétaires dans leur rénovation, quel signal envoyez-vous ? Comment allons-nous respecter les engagements climatiques de notre pays ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le sénateur Roiron, ne pas connaître un sujet est un avantage dont il ne faut pas abuser. Quand les 3 fédérations de diagnostiqueurs, quand la FNAIM, quand la Fédération française du bâtiment, quand même la Fondation Abbé Pierre et Leclerc, qui est membre du réseau Action Climat, saluent une réforme qui est limitée, qui vient corriger un biais mathématique, et que vous essayez de présenter cette réforme qui vise des petites surfaces et un problème de calcul comme étant une remise en cause de la loi Climat et Résilience, vous faites le jeu de ceux qui pensent qu'il faudrait revoir en totalité ou les ambitions sur les passoires énergétiques ou le dispositif. De quoi on parle ? Quand 68% des logements de moins de 10 mètres carrés
sont des passoires énergétiques, alors que c'est seulement le cas de 12% des plus de 100 mètres carrés, il peut y avoir éventuellement un problème de calcul. Et quand à la fin vous comprenez qu'on divise globalement la consommation du ballon d'eau chaude par le mètre carré et qu'on ne prend pas 10 fois plus de douches dans un 100 mètres carrés que dans un 10 mètres carrés, vous comprenez pourquoi il y a une forme de justice dans le fait d'assumer une franchise sur les premiers mètres carrés. C'est ce que tous les professionnels, depuis des mois, nous disent. C'est la réforme de bon sens que nous avons conduite. En parallèle, vous aurez peut-être des raisons dans les jours qui viennent de vous plaindre de ce que nous allons proposer. Avec Guillaume Kasbarian, demain matin, nous recevons la CAPEB et la FFB. C'est une chose d'avoir l'ambition de dire que nous devons lutter contre les passoires énergétiques, c'en est une autre de se complaire dans une complexité administrative qui, à la fin, dégoûterait ou les artisans ou les Français eux-mêmes à travers des complexités sur les labellisations, sur les dispositifs ou sur les durées. Ici, dans cet hémicycle, depuis plus d'un an, j'entends des questions, je reçois des courriers de sénateurs pour me dire « j'ai telle situation dans ma circonscription ». On est confronté à telle réalité. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire de manière plus simple? Est-ce que vous êtes certain que par rapport à la fraude, on ne pourrait pas bouger tel ou tel critère? Nous faisons le choix de garder un cap ambitieux sur le plan du climat, 4,5% de baisse des émissions en accélérant sur le logement et dans le même temps d'écouter les professionnels et les Français pour être inflexible sur l'objectif, mais souple sur les moyens en débureaucratisant comme le Premier ministre nous y a engagés. Monsieur Roiron. Agir pour résorber la précarité énergétique, c'est une nécessité sociale et environnementale. Nous constatons que vous préférez remettre en cause votre loi, vos mesures et précariser les logements sociaux, accompagner efficacement la rénovation énergétique indispensable. Hausse du coût de l'énergie, d'essence des logements, leasing social. Quand il s'agit de la situation des Français les plus modestes, vous ne pratiquez pas la politique que vous annoncez.